L'équipe Qwen d'Alibaba propose une modification dans la self-attention du transformer. Et j'espère qu'elle va rester. Je pense qu'elle va rester. Avant qu'on aille en profondeur dans le papier, je vais vous le résumer en 3 minutes. Quand on a la multi-head self-attention ici, softmax de QK sur D fois V, ce papier propose de rajouter une gate ici, donc un produit élément par élément de la sigmoïde avec WG, une nouvelle matrice de poids, fois X, l'entrée à notre self-attention. Si on regarde notre graphe de calcul, on a X qui arrive directement dans la couche de self-attention. On dérive des queries, des keys et des values, comme dans la self-attention standard, avec des matrices de poids WQ, WK, WV. On envoie tout ça dans notre scaled.productAttention, donc ça c'est notre softmax de QK sur D fois V. Et on récupère le produit, la concaténation des plusieurs têtes d'attention. Ce que Qwen propose, c'est en parallèle de rajouter une matrice ici WG qui permet de calculer des valeurs de gating, d'envoyer ça dans une sigmoïde pour les contraindre entre 0 et 1, de multiplier ça entre élément par élément, donc ça fait la même dimension, et enfin de récupérer la sortie de la concaténation dans la projection WO avant de la renvoyer au reste du réseau. Cette idée, elle vient d'où? Donc maintenant on peut plonger un petit peu dans le papier en profondeur. Donc cette idée vient d'où? Déjà, le terme de gating, il commence à être un petit peu vieux, et on va voir un petit peu dans son histoire ce qu'il veut. Il nous vient, pour ce que j'en sais, des LSTM. Dans un LSTM, l'idée c'est qu'on a une séquence de données, disons par exemple une phrase, le chien mange le chat, et on a une mémoire qui va se promener le long de ma séquence. Et si on fait juste ça de façon naïve, hop, à chaque fois, dans cette mémoire, ce qui va se passer, c'est que la mémoire va très très vite se faire écraser et ne va pas rester durable dans le temps. C'est-à-dire qu'une fois que vous êtes arrivé à la fin de la séquence, ici à chat, cette cellule de mémoire contient seulement très très peu d'informations sur ce qui s'est passé au début parce qu'elle a été écrasée. Donc ce que le LSTM propose de faire, c'est d'introduire des mécanismes pour savoir qu'est-ce qu'on oublie dans cette mémoire et qu'est-ce qu'on intègre dans cette mémoire. Ce mécanisme, il le fait avec du gating. Ce gating, il se formule par, voilà, le schéma du LSTM, par des multiplications des éléments de cette mémoire ou des éléments d'entrée par 0 ou par 1 ou par quelque chose au milieu. Une gate, c'est une porte, la porte elle est ouverte, elle est fermée, ou dans le cas du deep learning, elle est un peu entre les deux. Donc ici, notre mémoire, c'est notre cellule ici. On a une nouvelle information qui arrive. Cette nouvelle information, on va calculer une première gate, la forget gate, qui est est-ce qu'on veut oublier des choses de notre mémoire à partir de cette information-là? Donc est-ce que cette information invalide des choses qu'on avait vues dans notre mémoire? Oui, non. Si on veut tout garder, toute cette sigmoïde produira du 1. Ensuite, on le passe dans une input gate. Dans cette input gate, on va calculer deux valeurs, qui est la valeur qu'on voudrait vraiment stocker dans la mémoire, ici, et puis la valeur de ce qu'on veut garder vraiment de cette information. Parce que peut-être qu'il n'y a rien de cette information qui nous intéresse. Dans le chat mange le chien, les articles et les déterminants, on s'en fout un peu. Donc en fait, peut-être qu'ici, notre sigmoïde va calculer tout ça à 0, va tout calculer à 0, annihiler totalement le signal, et quand on va le rajouter dans notre information de cellule, il ne va plus rien rester. Et enfin, l'output gate, qui est encore un peu le même système, qui est de notre cellule, qu'est-ce qu'on veut utiliser pour notre signal. Voilà. Pour les couches suivantes, par exemple, etc., etc. Et cette cellule ici ne sert que de mémoire interne au transformer. Voilà. Donc ça, c'était super important pour faire fonctionner les LSTM, puisque ce qui va permettre de garder une mémoire long terme assez propre, puisque les forget gates vont permettre de choisir quand oublier l'information, pour ne pas avoir d'information résiduelle qui va rester depuis longtemps. Et puis l'input gate va servir à savoir ce qu'on stocke dans la mémoire ou pas, pour éviter d'écraser la mémoire trop vite avec des informations inutiles. Cette idée, elle a été reprise dans les Highway Networks. Dans les Highway Networks, c'est un travail concurrent des ResNet, qui a fait beaucoup moins de bruit parce que c'était un peu moins performant et que c'était, à mon avis, l'architecture n'était pas aussi maligne. Mais ce qu'il propose, c'est de réutiliser cette idée de gating, non pas au sein d'étapes
temporelle pour conserver une mémoire, mais au sein des couches d'un réseau, pour permettre de ne pas perdre d'informations d'une couche à l'autre et pour permettre un flux de gradient qui soit clean. Comment est-ce que eux formulent ça? Bien, ils formulent tout simplement une couche ici, H. Voilà, donc ça c'est une matrice, une projection matricielle suivie peut-être d'un relu ou quelque chose comme ça. Peu importe, ça n'a pas d'importance dans la formulation. Et ça c'est la transformation de notre signal X d'entrée. On l'a ici, hop, plus X, là on retrouve quelque chose qui ressemble au ResNet. Mais on calcule deux valeurs supplémentaires ici. On calcule deux valeurs de gating, T et C. T et C sont des valeurs entre 0 et 1, donc modulées par une sigmoïde. Et puis T va nous décider qu'est-ce qu'on garde de la transformation H. Et C va nous dire qu'est-ce qu'on garde du signal d'origine X. Donc là, on peut avoir un cas où T et C sont à 1, et donc on va se retrouver dans une formulation qui est strictement équivalente au ResNet, X plus H de X. Les deux, il peut y avoir T qui est à 1, et dans ce cas, il n'y a pas ici de flux identitaire, de flux d'identité. On a juste en fait H de X. Seulement C peut être à 1 et T à 0, auquel cas, en fait, la couche ici, elle est oubliée, et puis on a un cas dégénéré où les deux sont à 0, et là, il n'y a rien dans la suite du réseau, et c'est catastrophique. Ce qu'il nous propose donc là, c'est de calculer ces deux valeurs, T et C, à partir de nouvelles matrices et moduler et avoir ces matrices de gating ici. Un petit peu plus loin dans le papier, ce qu'il nous propose juste après, là, c'est en fait d'oublier C et de ne calculer que T, donc T entre 0 et 1, et ensuite de garder X, la valeur de modulation de X comme étant 1 moins T. Et donc en faisant ça, on est sûr d'avoir du signal qui passe, en fait tout le signal qui passe par H ne passe pas par X et inversement. Donc si ici ça vaut 1, mécaniquement ici ça vaut 0, donc on est concentré sur H. Si ici ça vaut 0, mécaniquement ici ça vaut 1, donc on est concentré sur X. Et puis si c'est une valeur entre les deux, c'est une pondération entre les deux, qui fait que le tout somme à 1. Ça évite d'avoir aussi des grosses explosions, etc. etc. Donc ça, voilà, ça c'est du gating au sein des couches pour avoir un flux qui circule mieux dans le réseau, qui est mieux filtré, etc. etc. Une autre notion de gating ici, c'est celle qui a été introduite dans Residual Attention Network for Image Classification. Et celui-là, ce qu'il nous propose, c'est de faire du nettoyage aussi dans les représentations intermédiaires dans un réseau à convolution. Donc on a un flux qui arrive en sortie, on a des activations spatiales dans notre convolution, on va le passer dans des modules de gating ici qui vont nous dire en fait quelles parties de l'image vont m'intéresser à ce moment-là. Et du coup, on va annihiler toutes les parties de l'image qui ne nous intéressent pas. On voit ici sur cet exemple qu'on a quelque chose de très bruité, qu'on veut se concentrer ici, le réseau veut se concentrer ici vraiment sur la nacelle de la montgolfière. Là, l'image, elle est très bruitée, donc s'il y a une convolution qui passe derrière ça, elle va avoir plein de bruit qui ne va pas l'intéresser, il va falloir qu'elle apprenne à faire le filtrage elle-même. Mais grâce à ce mécanisme-là, où on va multiplier par 0 ou par 1 chaque pixel dans cette activation intermédiaire, eh bien, le réseau va pouvoir nous dire que tout ce qu'il y a autour ici, on s'en fout, le multiplier par 0, pour ne garder que ce qui concerne la nacelle multiplié par 1. Et donc derrière, les couches suivantes vont pouvoir se concentrer sur un signal qui est beaucoup plus propre et ne pas avoir à faire du filtrage de bruit eux-mêmes. On le voit ici clairement, encore sur plusieurs exemples, où voilà, avant et après, donc on s'est épargné tout le bruit qui était là, pour se concentrer vraiment ici sur le cœur ici de la montgolfière. On a encore ici, on a éliminé tout ce qui est du ciel, etc., qui ne nous intéresse pas. Et là, pareil, le côté gauche de l'image, tous ces résiduels ici, etc., etc. C'est un peu moins clair là, où on voit, oui, c'est quand même assez clair, on voit qu'en fait, le réseau n'a pas du tout envie de se concentrer sur le fond de l'image, ça ne l'intéresse pas du tout. Donc avant, on a ça, des grosses activations sur le fond, et le réseau nous dit vite que ce n'est pas ce qui l'intéresse. Voilà. Et qu'il est intéressé en fait par les arêtes pour mieux comprendre tout ce qu'il a. Voilà. Donc cette idée vraiment, elle est pas nouvelle, cette idée de gating. Eux, ce qu'ils nous proposent de faire, c'est de l'intégrer dans un transformer. Alors voyons voir. Donc ils mentionnent directement le Highway Networks, ils mentionnent directement les LSTM, etc. Je vous ai fait déjà tout l'historique. Enfin tout l'historique. Voilà. L'image la plus importante de papier, c'est celle-là.
ils vont vouloir intégrer du gating et ils se posent la question de à quel endroit de la self-attention est-ce que c'est le plus intéressant de le faire. Est-ce que c'est plus intéressant de mettre du filtrage au niveau des queries, au niveau des keys, au niveau des values, ou après la self-attention, mais avant la matrice de projection ici, ou vraiment en sortie de la couche de self-attention. Le suspense est déjà rompu ici, puisqu'on nous dit clairement que c'est là le plus important. Alors, ils introduisent ça, donc ils introduisent une nouvelle matrice ici WG, comme j'ai montré dans le schéma au début, et ils vont essayer de le placer à différents niveaux de la formule de calcul de self-attention, et ils regardent les performances que ça induit. Alors il y a le code couleur ici, on va le garder à côté. Donc on nous dit clairement que c'est ici en cette position que c'est le plus important, que ça marche le mieux. On voit directement la réduction en perplexité qui est absolument énorme. Si on le place en G2 ici, il y en a moins. C'est toujours efficace, mais un peu moins. Si on le place en G3, ça n'a quasiment pas d'effet. Si on le passe en G4, ça a un peu de l'effet. Et si on le place ici en G5, bah en fait, visiblement, c'est trop tard dans le calcul ici pour que ça ait un effet aussi. Si on regarde sur MMLU, donc MMLU, c'est un benchmark qui teste la connaissance des modèles, on voit effectivement que le modèle génère de bien meilleures réponses, puisqu'on a directement plus 2% sur MMLU si on le place où ils nous disent plus 0,38, plus 0,39, là on a même un petit peu de perte, plus 0,62. Donc effectivement, ça va être, on va nous voir, hein, ils proposent plein de façons de le calculer, mais c'est très peu de calcul, c'est très efficace, et surtout, ce qui va intéresser les chercheurs, c'est ça. C'est que si on regarde, quand on entraîne un transformer de base, on a le processus d'entraînement qui est assez chaotique. On a des gros pics dans la loss, tout ça, ça peut causer des gros problèmes, ça peut être des divergences au niveau de l'entraînement, et donc ça peut carrément casser le modèle. Donc ça, en fait, quand on entraîne un gros modèle, on a des ingénieurs qui regardent cette courbe-là, qui font attention à ce que quand il y a ces pics, le modèle ne soit pas cassé derrière, etc., etc. Et on peut voir que dans certains cas, le modèle met quand même un peu de temps à s'en remettre de ces pics. On zoome ici, on peut voir qu'une fois qu'il a eu ce pic-là, le temps qu'il redescende, bah, ça prend quelques itérations. Et on ne sait pas vraiment si c'est problématique pour le modèle encore, mais on suspecte que c'est quand même pas terrible. Eux, ce qu'ils nous proposent, c'est en nous montrant qu'en mettant la gate en G1, ici, là, directement, eh bien non seulement on entraîne avec une loss qui est quand même significativement plus basse, donc c'est-à-dire que le modèle est plus performant, mais en plus, on évite vraiment toute cette inquiétude avec les pics sur la loss ici. Donc vraiment, ça va intéresser tous les chercheurs qui entraînent des gros modèles, ou des plus petits modèles d'ailleurs, puisqu'on va s'acheter beaucoup de tranquillité et de la performance supplémentaire. Donc c'est vraiment cette partie-là qui fait que je pense que cette modification est faite pour rester. Donc ils ont toute une série, donc ça c'est l'explication mathématique, et ils regardent du coup ce mécanisme de gating, ce que ça fait. Donc, déjà, ils observent qu'au fur et à mesure des couches, sur une baseline, sans le mécanisme de gating, ils regardent un phénomène qui est bien connu, ce qu'on appelle les attention sinks, c'est qu'on voit ici que le réseau va avoir tendance, de façon naturelle, à concentrer en fait toutes ses activations sur le premier token. Et très peu pour le reste. Donc là on voit qu'il y en a quasiment que pour le premier token de la séquence. Là il y en a un peu plus pour le reste de la séquence, mais il y en a quand même beaucoup pour le premier token de la séquence. Et on suspecte que ça ce soit parce que le mécanisme d'attention ne permet pas de dire en fait j'ai pas de questions à poser, il n'y a rien qui m'intéresse dans la séquence pour le moment, ou ça m'intéresse un petit peu mais pas beaucoup, et d'avoir des scores dans la self-attention qui soient pas à 1. Et donc, effectivement, le réseau va s'auto-désigner le premier token comme quelque chose qui vaut 0, et quand il n'y a rien qui l'intéresse, il va se concentrer sur le premier token, et ça nous fait un sink SINK, comme un puits, comme un puits à attention, et le réseau va se débrouiller probablement pour que ça vaille 0, etc., etc. Et donc là, on voit sur ces graphes qu'au fur et à mesure qu'on avance dans les couches, effectivement, là, ce puits d'attention, au début, il a pas un score qui est énorme, mais quand on avance, d'un coup, après, il va se récupérer plus de 60% de l'attention, et en moyenne, un peu plus de 40% de l'attention ici. Donc vraiment, le réseau a très besoin de se calculer sur ce premier token.
Et on suspecte que ça soit donc pour quelque part annihiler cette partie de l'attention, que ce soit pour dire en fait je veux me concentrer sur rien, j'ai déjà le signal qui m'intéresse, etc., etc. Le truc c'est qu'en introduisant ici le mécanisme de gating ici, naturellement, si ici on peut multiplier par 0, alors on a un mécanisme qui est externe à la self-attention ici, pour dire il n'y a rien qui m'intéresse, et qui est plus simple pour le réseau à manipuler. Plus simple pourquoi? Parce que quand le token va arriver ici en entrée de la couche, on va pouvoir directement, le token lui-même va pouvoir nous dire il n'y a rien qui m'intéresse, je produis du 0 et je multiplie le signal par 0. Si on n'a pas cette information, il va falloir que ce soit la query de ce token qui exprime donne-moi le premier token s'il te plaît, que le premier token ait une key qui réagisse, bref, que ça apprenne des règles difficiles, supplémentaires et complexes, et un cas particulier surtout pour ce premier token. Là, le token va pouvoir nous dire directement, en fait, il n'y a rien qui m'intéresse, multiplie-moi toute la sortie de la self-attention par 0. Et c'est ce qu'on observe. C'est ce qu'on observe parce qu'après avoir introduit ça, on a une attention sur le premier token qui est drastiquement réduite. Parce que maintenant, la self-attention peut exprimer par le gating qu'elle ne veut pas avoir de résultat. Et du coup, quand on compare ici l'attention au premier token, en fait, elle est quasiment annihilée ici. Il n'y a quasiment plus d'attention sync. Et ça, c'est très très bon. Ça, c'est très très bon. Parce que quand on voit des attention sync, on avait StreamLLM. Hop. Voilà. With attention sync. Et ça, c'était assez important. Parce que ce qu'on nous disait, c'était que quand on avait dépassé la fenêtre d'attention du LLM, on avait un problème avec le sync ici. Et que si on voulait continuer à rajouter, par exemple, admettons que votre LLM a été entraîné à gérer 4096 tokens et que vous voulez générer au-delà de ça, eh bien, si vous jetez le début des tokens qui a été calculé, ça ne fonctionne plus en fait. Et donc, il faut jeter la fenêtre d'attention, ou alors il faut la décaler, et recommencer à 0. Et donc là, ce que ça nous dit, c'est qu'en fait, non, on peut juste... ce que eux avaient découvert sur les streaming LLM, c'est que si on garde les syncs, on peut jeter ce qu'il y a au milieu, et ça permet de ne pas tout recalculer. Et donc ça leur permettait d'avoir... Voilà. Hop, maintenant ici, le modèle, il est hors de son contexte, donc il casse, il raconte n'importe quoi. Mais avec le streaming LLM, on peut supprimer ici les activations et les tokens intermédiaires pourvu qu'on garde le sync, et c'est très 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 rapide. Donc ça, potentiellement, maintenant, on n'a même plus besoin de ce genre de stratégie, puisqu'on n'a plus de sync. Donc potentiellement que maintenant, on peut continuer à faire du streaming sans passer par là, mais le papier ne l'investigue pas. Donc effectivement, là, on voit qu'il n'y a plus du tout de phénomène d'attention sync. Alors, on a vu la courbe de Loss, mais est-ce que ça fonctionne vraiment? Ils vont nous proposer plusieurs formulations. Déjà, ici, on a la baseline sur les résultats. Hop. On va avoir une perplexité à 6, et en l'introduisant ici, on descend à 5.76, ce qui est significatif. Ici, hop, on a un score sur et la swag, donc ça, plus c'est bas, mieux c'est, et la swag, c'est un pourcentage, donc plus c'est haut, mieux c'est. Et si on prend vraiment ce qu'ils proposent ici, la SDPA, le gating en sortie du Scaled Product Attention directement comme il propose sur l'image, on passe à 74-64. C'est pas le meilleur est ici, mais bon, c'est probablement un effet statistique. Sur MMLU, pareil, on a le meilleur score qui est là. Sur GSM 8K, qui est des petits problèmes mathématiques, on a encore notre meilleure performance qui est là, et si eval, je ne sais plus ce que c'est que ce benchmark, mais le meilleur résultat est là sur la baseline avec 4 experts supplémentaires. Donc là, on est sur un MOE de 15B avec 2B actifs. 400 millions de paramètres en plus, et là, ça nous permet d'avoir plus de performance, mais c'est probablement aussi un effet statistique. Ce qui est très intéressant à noter, c'est que si je reprends mon schéma, c'est qu'il nous propose deux versions ici de ce gating. Hop. Quand en sortie du SDPA, on se retrouve avec la sortie de mes plusieurs têtes d'attention qu'on va colorier. Hop, hop. Disons qu'on en a 3. Et bien en fait, chacune de mes sorties contient plusieurs éléments.
disons 3 puisque c'est un vecteur. Et donc là, hop là, ce que le papier nous propose, c'est d'avoir soit un gating qui va être, hop, sigmoïde, de même dimension. Donc on va pouvoir vraiment moduler avec granularité et très finement quel élément on garde, vraiment tout le long de ce vecteur-là, donc multiplié par 0 juste celui-là, ou par 1 juste celui-là, etc., etc. Soit, si on veut être plus économe en paramètres et en calcul, juste un seul paramètre par tête. Et donc, ça va nous permettre de dire juste, je veux pas du tout la sortie de toute cette tête, ou j'en veux un peu, etc., etc. Et donc ça, si on est dans des cas, par exemple sur un petit transformer, ici, en fait, on a 64 éléments, pas 3. Donc ça permet d'avoir une réduction par 64 du nombre d'éléments ici, et de la réduction de la matrice WG. Donc c'est vraiment pas négligeable. Et donc, effectivement, comme d'habitude, la Bitterlesson est là. Si on veut le maximum de performance, il vaut mieux prendre la version avec tous les paramètres. Mais il se pose la question, est-ce que ça suffit de modéliser par tête? Et la réponse, elle est là, dans le headwise. Et on voit que c'est toujours un petit peu moins bon, mais quand même, il y a une amélioration qui est très nette et ça suit de vraiment pas trop loin le element-wise, le élément par élément, le gating complet. Ici, voilà. Donc on est à 5,76, là on est à 5,79, mais c'est largement moins que tout le reste, et c'est notamment largement moins que la baseline. Quand ici on introduit par exemple 200 millions de paramètres sur cet exemple de ce MOE à 15 milliards de paramètres, ici on introduit qu'1 million de paramètres supplémentaires, et on conserve la plupart de la performance encore. Même remarque ici, ici et ici. Voilà, on est à 60,0. Là, on était à 60,82, mais c'est quand même bien au-delà des 59 qu'on avait ici, enfin des 58 qu'on avait là. C'est très très concurrentiel, puisque avec seulement 1 million de paramètres en plus, on fait mieux que ici avec 50 millions de paramètres en plus, ou même 400 millions de paramètres en plus sur MMLU. Donc vraiment, c'est significatif. Donc ils vérifient, alors ils font plusieurs expériences, donc ils expérimentent toutes les positions de gating qui est là, ils testent par tête en sortie de dot product attention ou juste sur V, ils testent si on partage le gating sur toutes les têtes, donc c'est-à-dire sur toute la couche ou pas, ou indépendamment par tête. Là ils s'aperçoivent que ça ne marche pas du tout. Ouais, si, ça marche un peu quand même. C'est lequel? C'est le head shared qui marche pas du tout. Voilà, celui-là. Marche pas. Ils essayent un truc additif. Au lieu de multiplier par quelque chose entre 0 et 1, ils essayent de faire plus quelque chose. Ça marchicote un peu, mais voilà. Et donc, leurs meilleurs résultats, vraiment, sont sur celui-là. Et la version simplifiée, qui est ici. Ils refont les mêmes tests sur un modèle qui n'est pas un mixture of expert, et on a à peu près la même observation ici. Ce qui est intéressant, et ce qui montre, donc on a la même observation ici, SDPA element-wise, ici on voit qu'on a des très bons scores qui sont là, sur MMLU, GSM8K et la SWAG, mais aussi sur Human Eval, c'est pas les meilleurs, mais ils sont bien concurrentiels par rapport à la baseline, etc. Voilà. Non, les résultats sont là, pardon. Ce que ça nous montre, et ça c'est assez intéressant, c'est que comme la loss elle est beaucoup plus lisse, qu'il n'y a plus tous ces pics, on va pouvoir augmenter le learning rate. Et quand on augmente le learning rate, le réseau apprend plus vite, il apprend plus fort, il overfit un peu moins, etc., etc. Et donc ce que ça nous montre, c'est qu'on peut monter le learning rate. Ici on est à 10 puissance moins 3, mais on peut le monter jusqu'à 8, et ça augmente considérablement les scores ici. Ce qu'on peut voir ici, voilà, par rapport à la baseline qui, quand on passe de 4 10-8 à 4 10-3 à 8 10-3, en fait, le modèle casse là.
Voilà, sur MMLU, la performance descend de 10%, sur GSM8K, c'est divisé par 2, les résultats sont catastrophiques. Donc le réseau ne supporte pas du tout ces for learning rate, il diverge et il est cassé. Ici, avec ce qu'il nous propose, non seulement effectivement ça supporte des learning rates plus gros, mais de façon prévisible, effectivement, on a des meilleurs scores. Et ils refont encore les expériences ici, en montant le learning rate sur un modèle qui est encore plus gros, 48 couches, 1,7B, 1 trillion tokens d'entraînement. Là, à 8, 10-3, le modèle casse carrément, il ne s'entraîne plus du tout. Il le supporte très très bien avec le gating qui est proposé, mais en plus, il obtient des performances qui sont meilleures que le baseline. Donc, très très intéressant tout ça. Très très intéressant, vraiment, ça veut dire pour les créateurs de modèles qui vont mieux dormir et qui vont avoir des modèles avec une meilleure qualité. Voilà. C'est ce qu'ils nous disent ici. Motivés par cette découverte, nous introduisons une nouvelle expérience qui est caractérisée par un réseau avec plus de couches, un learning rate maximum plus grand et un plus gros batch size pour vérifier la stabilité du gating. Et on observe effectivement cette stabilité. Le gating améliore la stabilité et quand on augmente le learning rate maximum, la baseline rencontre des problèmes de convergence. Il nous dit on peut rajouter du sandwich norm, donc c'est un layer norm avant et après dans la couche, ça restaure la convergence, mais il n'y a pas d'amélioration de performance. Improvement is negligible. Contrairement à ça, augmenter le LR maximum dans les modèles avec du gating résulte en amélioration notable. Voilà. Et donc effectivement, la conclusion ici en italique, la gate rend possible l'entraînement avec des plus gros batch size et des plus gros learning rate, ce qui résulte en des performances qui sont améliorées. Voilà. Donc là, il y a encore une table de performance et on a encore la majorité des améliorations qui sont sur la gate en sortie du SDPA avec une sigmoïde entre 0 et 1. Ensuite, ils vont nous faire tout un tas d'analyses sur pourquoi ça fonctionne, etc., des analyses mathématiques. Mais moi, ce qui va m'intéresser, c'est cette analyse-là qui va vérifier si oui ou non le réseau se sert effectivement du gating comme on l'a prévu ou si ça fait quelque chose d'un peu plus curieux. Et donc, ce qui va m'intéresser ici, c'est ces graphes qui sont là, où on va regarder en fait la distribution des valeurs de gating ici, donc toujours entre 0 et 1, en fonction de là où on place ce gating. Et si on place la gate, là où il nous propose, on voit qu'il y a une majorité d'activations qui sont à 0, puis ça décroît très vite, avec une moyenne ici à peu près à 0,1. Donc clairement, ça nous dit le réseau a très envie d'oublier des choses, de ne pas se concentrer sur des choses, etc. Et de filtrer cette information qui ressort de la self-attention. Donc ça, c'est très très important. Ça, c'est ce qui nous montre que vraiment, l'intuition fonctionne et qu'on obtient vraiment ce qu'on voulait obtenir ici. Si on le met en sortie juste si on gate que les values, avant le SDPA, donc, avant le softmax. Ici, on voit qu'on a beaucoup moins de concentration en 0, on a une moyenne à 0,2, et ici, le même raisonnement peut être fait. On va voir un petit peu, c'est qu'on observe qu'il y a encore moins de concentration en 0, il y a une moyenne qui est au-delà de 0,2, et ce qu'on observe, c'est que ici, là, c'était la deuxième position qui donnait la meilleure performance. Le réseau a toujours envie d'utiliser un peu de gating sur les values, mais ça ne lui donne pas toute la performance qu'il veut, et il l'exprime en disant qu'il peut quelque part oublier moins, filtrer moins, donc donner du contenu de moins bonne qualité, puisqu'il filtre, là la moyenne est à 0,2 et pas encore plus basse à 0,1. Et là, carrément, ici, on partage la même valeur de gating sur toutes les têtes. Donc si on a 64 éléments par tête, souvenez-vous mon schéma ici, là, ce qu'il teste, c'est non pas de faire une valeur par tête, mais de faire, hop, et cet élément-là, on va le réappliquer ici, ici
et ici. Donc en fait, toutes les têtes vont partager la même valeur de gating, mais la granularité, c'est les éléments au sein de chaque tête. Donc ça permet au réseau de dire je suis intéressé par la première dimension de chaque tête, mais pas de dire je suis intéressé par la tête 1, mais pas par la tête 2. Et on voit que cette formulation-là, elle ne marche pas du tout. Ce qui est très important pour le réseau, c'est de pouvoir dire cette tête m'intéresse et pas l'autre, et on voit que le réseau, du coup, ici, donc non seulement on a d'encore moins bonne performance, mais on voit que le réseau a une activation qui est encore plus haute, il se concentre encore moins en zéro parce qu'il ne peut pas se permettre d'oublier des choses, etc., etc. Donc là, on voit vraiment que le mécanisme fonctionne comme il le voulait. Il y a encore plus de tests. Voilà. On voit ce qu'on avait dit, que ça réduit des activations massives dans l'attention, et notamment au niveau des syncs, et au niveau des couches supplémentaires. Et en introduisant les activations massives, le modèle est moins susceptible d'avoir des erreurs numériques dues au BF16 pendant l'entraînement. Donc ça c'est très bien, c'est encore de la tranquillité pour les chercheurs. L'expérience suivante qu'ils font, c'est de voir si ça a une importance si on fait du long contexte. Donc quand on entraîne un LLM à faire du long contexte, ce qu'on fait en réalité, c'est qu'on l'entraîne sur des séquences plus petites, et ensuite derrière, on fait une petite adaptation, on fait un petit entraînement pour l'entraîner sur des séquences qui sont très longues. Si on l'entraîner sur des séquences qui sont si longues dès le début, eh bien en fait, ça serait extrêmement coûteux, donc on ne fait pas ça. Donc il entraîne sur une séquence de 32K, 32 000 tokens, et puis ensuite ils vont l'étendre à 128 000 tokens. Et on a le comparatif des résultats ici. Donc on prend la baseline, donc sans la gate, on l'entraîne sur 32K, on voit les scores qu'on a. Donc si on fait des tests sur les 4000 premiers tokens, on a des scores qui sont de l'ordre de 88%, puis à 8, 85%, puis à 16K, 83, puis 79. Donc ça c'est normal d'avoir une décroissance. Le modèle, au plus il y a de contexte, au plus il y a de longueur, au plus c'est dur pour lui de retrouver ce qui l'intéresse. Et puis quand on a la version avec la gate, on observe déjà des scores qui sont meilleurs, mais ça on le savait déjà, et qui arrivent à peu près à la même valeur ici. Un petit peu supérieur, mais quand même. Et ensuite, on va étendre ce contexte. Donc, on va modifier un petit peu le réseau, et puis on va continuer l'entraînement, et on va recomparer la performance ici. Quand on augmente le modèle, ici, forcément, il est habitué à avoir des contextes qui sont un peu plus longs, donc il va perdre un petit peu sa capacité à gérer des contextes un petit peu plus courts. Et donc là, on voit qu'il y a une chute sur la baseline de 6 points à 4K, de 14 points à 8K, de 21 points à 16 000, et à 32 000 de carrément 41%. Ces pertes de performance sont beaucoup moins drastiques ici sur la version avec gating. On a moins 2% à 4000, moins 7 à 8000, moins 7 encore à 16000 et moins à peu près 7 à 32. Et donc ça c'est très intéressant parce que ça encore une fois ça renforce notre intuition de gating. Ça veut dire qu'au plus la séquence est longue, au plus ici on va peut-être avoir un problème de bruit des tokens précédents qui vont intervenir dans les calculs de la multi-head attention et qui vont générer du bruit. Ici, avec notre phénomène de gating, en fait, on va pouvoir les filtrer directement et le long contexte va se produire avec beaucoup moins de perturbations. Et on voit véritablement l'extension du coup à 64K ou à 128K qui passe carrément du simple au double en termes de performance. Donc c'est drastique comme amélioration de performance. C'est vraiment très très important. Ici. Voilà. Donc ici, on regarde l'activation au fur et à mesure des couches, l'activation maximale, au fur et à mesure des couches du réseau. Et on voit qu'on a une grosse explosion ici sur la baseline. Donc là, grosse explosion, on a des valeurs qui atteignent 1400, ça c'est très problématique pour l'entraînement, notamment 16 bits, pour économiser du calcul, etc. Et ça pose des gros problèmes de stabilité, des gradients qui sont grands, etc. etc. Donc ça, c'est pas terrible. On observe encore une fois le phénomène d'attention sync ici, donc ça c'est l'attention sur le premier token, les scores d'attention sur le premier token, et au bout de la 5e couche, on sait ces grosses valeurs ici viennent probablement se répercuter là aussi, ou on ne sait pas qui de la fout de la poule, mais ce qu'on sait c'est que le réseau veut se concentrer sur le premier token de la séquence, c'est quelque chose qui s'observe de façon récurrente. Et donc très vite, après la 5e couche,
il y a près de 60% qui est concentré sur le premier token. Ici, en tuant ce mécanisme-là directement avec le gating, on voit que, hop, si on le met à l'output gate, hop, on a une réduction dramatique ici de l'explosion à la couche 5. Ça augmente au fur et à mesure de couche en couche, mais ça, c'est pas normal. Et puis surtout, c'est à la fin du réseau, on a 350, c'est pas la même chose que 1400. On a totalement éliminé le phénomène d'attention sink. Et puis le test à d'autres endroits du réseau pour comparer. Voilà. Donc là, il y a le phénomène qui est toujours présent, mais quand même beaucoup moins. Donc ça, c'est pas la position optimale du gating. Là, ils le mettent au bon endroit, mais ils partagent sur toutes les têtes. Donc ça, on l'a vu, ça ne marche pas du tout. Et là, ils le placent encore à un autre endroit, et ça ne marche pas du tout. Voilà. On continue ici, encore une fois, avec différentes positions du phénomène de gating. Et on regarde les scores en fait du gating. Donc les scores de gating, là, quand on le place correctement, on voit qu'il a bien une valeur maximale à 1, donc il y a du contenu qui garde intégralement, une valeur minimum à 0, donc il y a bien du contenu qu'il jette totalement. Et puis il y a une valeur moyenne en fonction des couches qui fait que bon, au début, il s'intéresse quand même un peu à tout ce qui se passe, puis au bout d'un moment, il a peut-être envie de se concentrer sur lui-même localement, de ne pas regarder tout le reste du texte. Et puis, donc du coup, on a vraiment cette information-là. Si on le place à un autre endroit ici, hop, gate values, voilà, on voit qu'on a beaucoup moins ce traitement qui est propre, etc., etc. Voilà. Donc, c'était le papier Qwen Gated Attention for Large Language Models. Vous comprendrez pourquoi j'ai été séduit par ce papier. Les performances, la stabilité et potentiellement une variante qui est légèrement performante mais quand même et qui apporte quand même tous ses bénéfices avec très très peu de nouveaux paramètres. Je pense que ça va rester dans le transformer et que ça va vraiment rester parmi les modifications, les quelques modifications qui ont fait l'histoire du transformer. Voilà, c'est tout pour ce papier. J'espère que les explications vous ont convaincu. Et n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous voulez pour cette chaîne. Elle est toute neuve. Je suis en train de créer plein de contenu. Donc déjà, n'hésitez pas à vous abonner pour avoir la suite. Parce que je pense que je ne vous serai pas recommandé avant un bon moment. Et surtout pour me guider aussi sur le contenu que vous appréciez, sur les choses que vous voulez voir approfondies ou pas, les papiers importants, etc. que vous lisez, et pour qu'on puisse construire ce contenu ensemble.